Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours accompagnée de nos éditorialistes Samuel Gembok, Alfred Shango et Sami Moshtabi. L'actualité économique à présent, le ministre nigérian en charge du pétrole, Ibe Kashiku, s'est rendu à Pékin en Chine dans le cadre d'un roadshow devant attirer les investisseurs. À cette occasion, il a annoncé que son pays devrait exporter du pétrole raffiné à l'horizon 2019. Les détails avec Alun Guindo. Le Nigeria exportera du pétrole raffiné d'ici à 2019. C'est ce qu'a annoncé Ibe Kashiku, le ministre nigérian en charge du pétrole. Selon lui, le gouvernement fédéral fournissait des efforts en vue d'atteindre cet objectif en temps et en heure. Une déclaration à laquelle les investisseurs chinois semblent d'ores et déjà avoir répondu positivement. Au vu de leur réaction, le gouvernement nigérian peut espérer de nouveaux investissements chinois dans son domaine énergétique. Aujourd'hui, la capacité de transformation, de raffinage actuelle du Nigeria ne permet même pas encore de couvrir la demande intérieure nigériane, à plus forte raison la demande régionale qui elle aussi est forte. Et donc je pense que l'enjeu c'est vraiment de pouvoir justement continuer, en tout cas renforcer leur capacité au Nigeria, leur capacité de raffinage. Je pense qu'il y a aussi peut-être une petite inadéquation entre la qualité de pétrole que l'on trouve en Afrique de l'Ouest et les besoins locaux. Deuxième producteur de pétrole brut en Afrique, le Nigeria se classe parmi les plus grands importateurs de pétrole raffiné du continent en raison de sa faible capacité de raffinage. Malgré plusieurs projets de construction de raffineries en cours de réalisation, certains analystes estiment que les efforts du gouvernement fédéral nigérian ne suffiront pas à mettre fin aux importations. Le pétrole lourd n'est pas un pétrole qui est très abondant dans nos sous-sols en Afrique de l'Ouest, donc ça va être compliqué pour les États africains, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, de ne pas être, du moins en partie, dépendants du pétrole du Moyen-Orient ou du pétrole vénézuélien, par exemple. Ils auront forcément, je pense, à composer avec l'offre sur ce type de pétrole-là. Après, je pense que l'enjeu, c'est justement de développer une bonne capacité de raffinage. Les autorités nigérianes comptent sur les investissements chinois après le road trip effectué par le ministre Ibe Kashiku. Un mémorandum d'entente d'une valeur de 8 milliards de dollars a été signé avec quelques investisseurs pour pouvoir développer le secteur des hydrocarbures au Nigeria. Certains responsables s'attendent à des investissements de l'ordre global de 40 milliards de dollars. Samuel, le Nigeria, exportateur de pétrole raffiné en 2019, vous y croyez ? Tout est possible, mais maintenant il y a des prérequis, il y a des préalables qu'il faut respecter. Je pense que le Nigeria fait face à un certain nombre de problèmes qu'il faut très rapidement régler. D'abord l'environnement dans lequel il exploite son pétrole. Le delta du Niger est fortement en crise et quand on sait comment les vengeurs du delta du Niger sont en train de rejeter le processus de paix, cela reste très inquiétant. Le deuxième problème, c'est celui de la corruption et de l'exploitation irrégulière, très irrégulière d'ailleurs, de ce pétrole, parce que d'après les estimations, le Nigeria exploite environ plus de 2 millions de barils de pétrole par jour. Et ce sont environ 400 000 barils qui sont exploités de façon très illégale et parfois dans des conditions environnementales très précaires. Donc il y a ce préalable qu'il faut régler très rapidement pour se mettre sur le chemin du renforcement des capacités de raffinage. Le Nigeria a le potentiel nécessaire. Si déjà il peut récupérer cet argent, il servira certainement à financer cette ambition-là. Alfred, on a vu dans le reportage qu'à ce jour, le Nigeria reste un des plus gros importateurs de pétrole raffiné sur le continent. Comment expliquer que le deuxième producteur de pétrole se retrouve dans cette situation ? Mais c'est, Graziella, ce que nous disons souvent sur ce plateau, c'est que l'Afrique s'est contentée d'être une terre des industries d'extraction et pas de transformation sur place. Si en même temps que dans les années 55, les grands groupes pétroliers étrangers qui avaient découvert le pétrole au Nigeria avaient eu l'initiative à la fois de mettre en place des industries d'exploitation du pétrole, d'extraction et en même temps de raffinage, on n'en serait pas arrivé là. Or, ils avaient le monopole et ils l'ont toujours aujourd'hui. Il y a très peu d'entreprises africaines du pétrole. Et donc, c'est cela qui explique aujourd'hui cette dépendance vis-à-vis des importations de pétrole raffiné. Et d'ailleurs,
ce pétrole raffiné qui revient, qui coûte beaucoup plus cher qu'il n'a coûté justement à l'exportation. Et donc il est grand temps pour que nos pays africains producteurs de pétrole mettent en place des industries de transformation de leur propre pétrole, donc de raffinage de ce pétrole sur place dans le continent, pour pouvoir justement devenir des pays aussi exportateurs de pétrole raffiné plutôt que de brut uniquement. C'est d'où les difficultés que connaît que le Nigeria et la plupart des pays africains qui exportent toujours leur brut. Samuel, justement, est-ce que le Nigeria est suffisamment outillé aujourd'hui pour pouvoir raffiner le pétrole à grande échelle? Je pense qu'ils ont une bonne expertise. Le Nigeria est l'un des rares pays quand même sur le continent à investir dans le domaine de la recherche et développement. Ils sont très rares, en dehors du Nigeria, de l'Afrique du Sud et quelques pays en Afrique du Nord. Donc je pense que ce potentiel peut servir effectivement à accroître ces capacités-là. Maintenant, tout dépendra de l'enveloppe qui sera mise en place pour relever ce défi. Et tout dépendra aussi de l'environnement dans lequel, encore une fois, je le précisais, l'environnement sécuritaire dans lequel tout cela va se réaliser. Merci Samuel. Autre info économique intitulée « Nourrir l'Afrique », le document de la stratégie pour la transformation agricole de l'Afrique 2016-2025 a été approuvé à l'unanimité ce mercredi par la Banque africaine de développement. Cette stratégie qui va mobiliser d'importants investissements était très attendue par les organisations paysannes africaines. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, et on en parle juste après. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, a récemment approuvé une stratégie de transformation de l'agriculture pour un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif. Selon l'institution financière sous-régionale, cette orientation devrait, en plus de créer de la richesse, permettre l'amélioration des conditions de vie des populations et la sauvegarde de l'environnement. Une annonce qui a été suivie au Burkina Faso par les organisations paysannes en quête de conditions suffisantes et accessibles de tous pour une agriculture burkinabé moderne. Au Burkina Faso, il faut se dire que la modernisation a un double objectif. Il y a les petites exploitations familiales qui sont là, qui ont du mal à être modernisées, et il y a les gros producteurs qu'on appelle les agro-businessmen, qui sont très bien accompagnés par l'État, qui ont déjà même les moyens pour satisfaire les exigences des banques. Mais si vous prenez le petit producteur, quand même lui, il a du mal à pouvoir s'adapter à cette modernisation, car les conditions de cette modernisation ne s'adaptent pas aux petits producteurs. 400 milliards de dollars, c'est le montant requis pour conduire la stratégie au cours des 10 prochaines années. Au vu de l'investissement, l'agroalimentaire peut paraître comme une alternative pouvant créer de la richesse et de l'emploi. Mais encore faut-il que l'accent soit mis sur l'équipement des petits transformateurs déjà en activité au niveau artisanal et surtout les femmes assez présentes dans le secteur. Si l'agroalimentaire est financé, ça va tirer normalement la production. Il faudra augmenter les rendements, il faudra quand même essayer de voir aussi la qualité des produits à fournir. Et bon, mais le danger dans cette affaire aussi, il ne faut pas que ça entraîne l'introduction des semences transgéniques pour dire que bon, les OGM pour pouvoir augmenter les rendements. Il ne faut pas que ça vienne en fait changer un peu le système de production qui existe. Quelles seront les structures et les mécanismes adaptés à mettre en place pour développer l'agroalimentaire? Les systèmes classiques de financement de l'agriculture en Afrique ont parfois montré leurs limites en refusant d'admettre que ce sont les petits producteurs qui nourrissent les populations. Alfred, quel regard portez-vous sur cette nouvelle stratégie de transformation agricole qui vient d'être adoptée? Bon, déjà, il faut saluer la mise en place de cette nouvelle politique. Encore faut-il qu'il y ait les moyens justement de cette politique. Et c'est très bien que la Banque africaine de développement adopte ce plan-là. Et puis, il faut mobiliser maintenant les moyens. Et mobiliser les moyens, c'est aller sur les marchés financiers internationaux pour pouvoir obtenir des fonds et puis qui pourraient permettre justement d'investir dans le secteur agricole. Mais j'ajouterais effectivement que
ça ne date pas d'aujourd'hui, cet intérêt pour l'agriculture en Afrique. Simplement, entre la prise de conscience et les annonces qui sont faites et la réalisation, il y a toujours un fossé important. Qu'on se souvienne de tout ce qui a été dit dans ces dernières années, dans la plupart des G20 qui ont été organisés avec des représentants de l'Afrique pour dire, ben voilà, il faut que les pays de G7, G8 puissent mobiliser des moyens pour soutenir l'agriculture dans les pays en voie de développement. Que ce soit à Kananaskis au Canada, Eligendam en Allemagne ou à Glenaggles en Écosse, c'est pareil. On a rappelé toujours cette nécessité-là. Or, aucun des gouvernements de ce G7 n'a été capable de mobiliser le pourcentage de son budget. Et puis, il y a le plan africain qui avait été adopté en Afrique du Sud, où tous les pays s'étaient engagés de consacrer au moins 3% de leur budget, justement, au financement de l'agriculture, mais ça n'a jamais été fait. Alors Samuel, dans le reportage, il s'agissait de développer justement le secteur de l'agroalimentaire. Comment rendre ce secteur plus compétitif ? Pour le rendre compétitif, il faut déjà l'environnement, encore une fois, dans lequel il faut développer l'agriculture. Il faut une domestication de ce plan. À chaque fois que les institutions africaines, panafricaines élaborent un projet, parfois il est toujours pertinent. Mais le problème qui se pose, c'est la domestication. Alfred parlait tout à l'heure de mobilisation financière. La BAD elle-même compte sur les marchés financiers, parce que je pense que la BAD est prête à débloquer une vingtaine de milliards pour lancer le projet, et ensuite il va falloir que les opérateurs ou les investisseurs étrangers ou les marchés puissent s'intéresser à ce secteur. Maintenant, il faut, pour que cela soit effectif sur le terrain, c'est pourquoi je parlais de domestication, il faudrait absolument que les États puissent eux-mêmes déjà mettre en place des politiques allant dans ce sens pour qu'il y ait une convergence entre l'idée avancée par la BAD et l'ancrage au niveau national. S'il n'y a pas cette domestication, il n'y aura pas les résultats escomptés. Et en même temps, il faudrait maintenant diversifier à la fois en termes de planification, les secteurs qui seront les plus porteurs. Est-ce que le Cameroun qui va produire dans tel secteur pourra vendre auprès des autres États? Est-ce que la Centrafrique qui produira dans tel secteur pourra vendre au Cameroun, ou la Côte d'Ivoire pourra vendre, ainsi de suite? Donc il faut une planification allant dans ce sens pour rendre effectivement le secteur beaucoup plus compétitif. Merci Samuel. Place à présent à notre chiffre du jour. L'Égypte est de retour sur le marché financier international. Le pays compte émettre une émission obligataire de 3 milliards de dollars entre septembre et octobre 2016. Alfred, à quoi serviront les fonds récoltés ? Bon, l'Égypte déjà a lancé plusieurs eurobonds, en a retardé certains, a obtenu des financements au plan international. Mais l'Égypte a besoin de beaucoup d'argent, sortir de la révolution, pour pouvoir équilibrer déjà son budget qui est extrêmement déficitaire, et puis pour pouvoir financer d'autres projets, notamment dans l'agriculture, puisque pour le moment, Al-Sisi s'est lancé dans des grands projets pharaoniques qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc il faut revenir à des secteurs beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples, qui permettent, comme l'agriculture, qui permettent justement de nourrir la population et de ne pas être dépendant. Mais enfin, il faut soutenir quand même le budget de l'État. Alors Samuel, le gouvernement a annoncé en outre une série de mesures fiscales visant à combler le déficit important. À quoi peut-on s'attendre ? Il faut s'attendre à utiliser à bon escient cette enveloppe si jamais elle est disponible. Maintenant, l'Égypte a défini un calendrier, une ambition qui va jusqu'à l'horizon 2030, avec des segments bien définis, notamment sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc tout cela nécessite effectivement beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Et il faut rappeler, à titre d'information par exemple, parce que Alfred parlait tout à l'heure de gros chantiers, notamment la construction de nouvelles villes. Il faut rappeler que plus de 85% de la population égyptienne vit sur 5
5% de l'ensemble du territoire, ce qui est vraiment dramatique parce que finalement, d'après les estimations, à l'horizon 2050, l'Égypte comptera environ 100 millions d'habitants et le Caire seul, la ville de Caire seule absorbe 20 millions d'habitants. Donc il faut absolument décentraliser. Merci Samuel, c'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce vendredi sera consacrée à la lutte contre le dopage sur le continent. Samy, Mojtabi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Samuel, merci également. Merci Kazela, bonsoir. Et merci à vous Alfred pour votre présence. Mais ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur bienveillance. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Africa 24.